Bienvenue pour cette seconde partie de ce book haul du mois de février 2020 où j'ai complètement craqué. Donc ici, on va se retrouver avec des livres là aussi un peu différents, comme je vous l'ai annoncé à la fin de la première vidéo. Donc je vous présente directement un livre où on va retrouver des contes qui vont plus parler de la femme sauvage en nous. Et c'est donc Les songes de la Louve de Diane Lablanche et de Marie Co... Coque... Coquecine, Désolée pour cet écorchage en bonne et due forme. Et c'est aux éditions Danae. Alors ça faisait un petit temps qu'il était dans ma wishlist. Il a été souvent dans mon panier. Et puis il a souvent été aussi en rupture de stock. Alors c'est un petit livre avec plusieurs contes. C'est illustré, c'est magnifique. Et ça travaille le côté féminin en nous, le côté sauvage aussi de la femme qui est en nous. Donc voilà, si vous travaillez sur le côté féminin sauvage, je pense que c'est un livre qui pourrait vous plaire. Bon, moi je travaille avec Baba Yaga. Baba Yaga, c'est une sorcière aussi très sauvage, qui est liée très à la nature. Donc évidemment, voilà, je sais que elle m'invite vivement à lire ce genre de contes ou encore Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Je sais que je suis vraiment invitée pour le moment à lire ce genre de livre. Du coup, je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture, comme ça vous allez avoir une petite idée. Il existe un lien ancestral et sacré entre la femme et la louve. Les femmes ont oublié, mais les louves se souviennent, gardiennes de ce qui a été enfoui, mais qui ne demande qu'à surgir à nouveau. Et quand la louve s'assoupit, ses songes reflètent les multiples facettes qui rendaient les femmes si complexes et complètes, si puissantes. Ces songes rappellent cette sagesse qui était leur héritage et leur responsabilité. Entrez, entrez dans cette grotte humide et chaude, dans ce ventre de la mer. Prenez place autour du feu, reformez la magie du cercle et écoutez. Laissez-vous bercer par les songes de la louve. Souvenez-vous avec elle de toutes ces vies qui vous ont précédé et constitué, et de la force de votre sang. Les yeux clos, laissez-vous aller à explorer cette dualité en vous qu'il faut harmoniser, votre pouvoir de création et de destruction, votre nature d'accoucheuse et de guerrière, la solitude nécessaire et la sororité. Laissez parler votre sensualité, votre intuition, le sauvage et l'indomptable, et l'amour. Alors vous entendrez l'appel hurler sous la pleine lune. Chaque conte s'accompagne de mises en pratique afin de vous permettre d'aller plus loin, de creuser un peu plus profond, d'avancer un peu plus sur ce chemin qui vous ramène à vous. C'est juste, c'est juste trop bien. Ça donne envie évidemment de se plonger dedans, surtout que les contes sont assez courts et puis les exercices, voilà, enfin, juste waouh, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un livre que je voulais depuis longtemps et là je suis vraiment très heureuse de me l'être procuré et je pense que c'est pour moi le bon moment. Ensuite, on continue un petit peu dans le côté féminin avec un livre qui s'appelle Les sorcières de la littérature, qui va en fait avec un jeu de cartes qui s'appelle The Literary Witches, qui est juste la traduction ici, que je n'ai toujours pas reçue d'ailleurs, que j'attends, de Taisia Kitaiskaya et de Cathy Oran. Désolée encore une fois pour cet écorchage, aux éditions Autrement. Alors ici, en fait, on va retrouver 30 ensorcelantes écrivaines qui ont marqué leur époque, reconnues ou injustement oubliées, illustrées et racontées dans toute leur puissance. Alors, moi, autant vous dire qu'il y en a très peu que je connais, mais ça donnait très envie et puis surtout je l'ai pris pour le jeu en fait. Alors voilà, je vais essayer de prendre peut-être quelqu'un de connu. Alors, je vais prendre Agatha Christie. Voilà, on a Agatha Christie et en fait
c'est Madame Roman Policier. En fait, à chaque fois, ça va avec les cartes. Et ici, ça creuse un peu plus en profondeur ce que le message veut nous faire parvenir par rapport à cette personne, par rapport à cette écrivaine. Et c'est juste trop intéressant. Donc voilà, à chaque fois, ici on a Lady de la ruse, des meurtres et du tea time. Agatha vous invite à prendre le thé dans son jardin anglais labyrinthique. Et puis voilà, on a plein de choses, on a des informations sur elle. Et puis ça va avec un oracle, hein, comme je vous l'ai dit, que j'ai hâte de me procurer, enfin que j'ai hâte de recevoir, pardon. Je me demande bien où est-ce qu'il est parce que ça fait un petit bout de temps que je l'attends là quand même. Donc il y a des noms moi que je ne connais absolument pas, ou alors juste vraiment le nom, mais c'est tout. Je vais essayer de vous montrer plutôt des dessins. Voilà, donc celui-là, j'ai hâte aussi de l'utiliser, mais avec l'oracle. Alors ensuite, j'ai craqué, là aussi c'est un livre que j'ai trouvé du coup en seconde main. Et je suis contente parce que l'histoire me donnait envie depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist, mais voilà, je me dis si je commence à prendre tous les premiers tomes de tous les livres qui me tentent, ben demain je suis encore là. Surtout que j'ai envie de continuer dans mes sagas, hein. Comme vous pouvez le voir, je continue dans mes sagas cette année. Je me suis fixé au moins ça. Mais c'est vrai que c'est toujours tentant de commencer une nouvelle saga. Et ici, c'est Les Entremondes, l'hôtel invisible de Sean Easley aux éditions Lumen. Et j'adore généralement ce que font les éditions Lumen. Je suis juste fan. On a une couverture mais génialissime. Et alors c'est écrit évidemment très très grand. Il y a ici, alors on a des clés, je pense, à chaque chapitre. Voilà, on a des clés qui pendent. J'aime bien des comme ça quand c'est légèrement illustré, c'est super sympa. Ici, c'est quand même un beau bébé. Enfin, non, on n'est pas encore à un beau bébé, mais on y est presque. On est à 466 pages. Et je vais vous lire tout ça. La 4e de couverture. Tournez la clé et découvrez votre destination. Poursuivi par un mal mystérieux, le père de Cameron et Cassia les a confiés par un soir d'hiver à leur grand-mère, avant de disparaître de la surface de la terre. Pour tout héritage, il ne leur a laissé que 2 énigmatiques pièces de bois aux inscriptions presque effacées. Mais depuis qu'il a 12 ans, le jeune Cameron fait des rêves étranges. Jusqu'au jour où, dans le centre commercial de son quartier, derrière la porte vitrée d'un petit magasin, il tombe sur un immense hall d'hôtel. Là, au milieu des chandeliers, du marbre et des somptueuses boiseries, trône l'inscription « Découvrez votre destination ». Bon, après, je ne vais pas vous lire le reste parce que ça a l'air de raconter quand même pas mal de choses. Moi, j'ai envie de garder un peu la surprise. Je pense qu'il y a déjà un 2e tome qui est sorti, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûre, il me semble. Je pense que c'est une trilogie. En tout cas, ça a l'air juste trop génial parce qu'en fait, je vais quand même vous lire ce qu'il est mis au fond de la 4e de couverture parce que moi, c'est ce qui m'a donné l'envie aussi de lire et puis les avis sur BookTube aussi, hein, bien sûr. Mais porte qui s'ouvre sur les pyramides ou sur la forêt amazonienne, bataille à coups de plumeaux enchantés, animaux de pierre capables de s'éveiller à la vie. Une multitude de surprises attendent le jeune visiteur dans ce lieu aussi fabuleux qu'inquiétant. Donc voilà, ça a l'air juste génialissime de passer d'un monde à l'autre comme ça. Donc voilà, il me tentait déjà depuis longtemps et je l'ai pris. Un autre livre que j'ai découvert grâce à une personne de mon entourage, j'ai découvert Contes et légendes du pays de Charleroi d'Émile Lempereur et de Michel Carly aux éditions Noir Dessin Productions. Alors je me le suis procuré sur le site Rakuten et j'ai eu bien de la chance parce que vous savez en fait il était très dur à trouver à Charleroi. Donc oui, c'est là où je réside et donc j'avais envie de savoir un petit peu les contes et les légendes sur ma ville. Et quand j'ai su qu'il existait ce livre, eh bien je me suis dit mais c'est juste génial, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Et donc voilà, on a les villes, on a les légendes, on a les mythes. Et je pensais pas
voilà, que j'allais me retrouver avec des infos. Je ne pensais pas que ce genre de livre existait. Donc, ben, génial, j'ai envie de dire. Ça donne très envie de le lire et de savoir ce que cache finalement, eh bien, ce que cachent nos villes, en fait, les trésors des mythes et des légendes que l'on peut raconter sur notre patrimoine. Donc voilà, j'étais très contente de le trouver. Alors, ensuite, il nous reste 2 livres. Il nous reste, je vais vous présenter en dernier lieu l'Atlas, qui est particulier. Et maintenant, je vais repartir avec encore un premier livre d'une autre saga. C'est Shadow Scent. Regardez la couverture de dingue. Shadow Scent, le parfum de l'ombre de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse. Comment vous dire que le résumé m'a juste donné trop envie de le prendre. Celui-là, j'ai pas hésité. C'est écrit assez aéré. On est sur un livre de 400 quand même. 400, c'est presque comme l'autre. 458 pages. Et je vais vous dire ce qu'il en est un peu plus, hein, n'est-ce pas? Donc, ouais, franchement, c'est juste génialissime. Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sacrés sont l'objet de toutes les convoitises. Avec son nez affûté et sa grande connaissance des senteurs, Raquel espérait devenir parfumeuse et gagner de quoi soigner son père malade. Mais le prince Nisaï est empoisonné et elle est accusée à tort. Obligée de fuir, Raquel doit absolument découvrir l'antidote au poison qui a plongé le prince dans le coma. Ainsi seulement elle pourra laver son nom. Pour cela, elle devra s'allier avec Ash, le soldat envoyé sur ses traces. Ensemble, ils découvriront d'anciens secrets enfouis aux confins de l'Empire, et au plus profond d'eux-mêmes. Mais parviendront-ils à déjouer la machination qui menace la paix fragile d'Aramtesh? Voilà, tout ce qui a attrait un peu aux senteurs, aux parfums, ça m'intrigue, ça donne une autre dimension, je trouve, et ça change un peu de tous les livres de fantasy et de fantastique que l'on peut retrouver pour le moment. Donc, hâte de me plonger dans celui-ci aussi. Et puis, ben, je vous laisse le dernier pour la fin, qui est l'Atlas, et qui est rien d'autre que l'Atlas Obscura de Joshua Ford, de Dylan Touras et de Ella Morton aux éditions Marabout. Autant vous dire que quand je suis tombée sur ce livre, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet atlas? Moi j'adore les atlas, les encyclopédies, les dictionnaires, ça me tente trop, j'aime trop, parce que ben, on peut apprendre des choses généralement en fait un petit peu, j'ai envie de dire, sans, c'est un petit peu comme les petits livres que je vous ai présentés juste avant. On a des choses sur quoi réfléchir, on peut apprendre des informations et c'est pas spécialement 10 pages à lire, quoi. Et donc ici, par exemple, en fait, l'hôtel, c'est parce qu'il y a un hôtel qui est juste là. Dans cet atlas, on va découvrir en fait 650 lieux étranges et merveilleux à explorer. Donc oui, vous pouvez aller les explorer, mais ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on peut apprendre des choses. Évidemment, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je sais que je ne vais quand même pas faire, à mon avis, tout le tour de la Terre et visiter tous les pays du monde. Restons réalistes, même si je vais voyager encore. Mais voilà, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir voir, et il y a des choses intéressantes. Et donc ici, par exemple, je suis tombée donc en Corée du Nord avec un hôtel qui est inachevé et qui surplombe la capitale de la Corée du Nord. Et en fait, à chaque fois, on a des infos qui sont un peu particulières par rapport à cet endroit. On nous explique en fait qu'il a vraiment eu du mal à être construit, cet hôtel. Puis on a par exemple l'exposition de l'amitié internationale, et à chaque fois en fait on a des choses intéressantes. Bon allez, je vais vous lire par exemple au Japon. Ici je vais vous lire le village de poupées. Il n'y a pas grand chose à lire. Alors on nous met l'adresse aussi, hein, où trouver ce lieu, et voilà comment, pas comment y aller, mais en tout cas, enfin quoique, pour visiter le village des poupées, prendre un train JR pour la gare d'Awa Ikeda, puis un bus pour Kubo, puis un bus pour Nagoro, et on a même des numéros, je ne sais pas si c'est des numéros de téléphone, mais... Alors, je vais vous expliquer le village de poupées, par exemple, c'est à Nagoro, exactement à Tokushima.
Dans le petit village de Nagoro, une salle d'école est occupée par des élèves silencieux qui fixent du regard leur enseignant, tout aussi muet, et restent ainsi jour après jour. Ils ne tournent pas les pages de leurs livres. Les élèves et l'enseignant sont des poupées grandeur nature, fabriquées par Ayano Tsukimi, une habitante de Nagoro. Née à Nagoro, elle a vécu plusieurs décennies à Osaka, troisième ville japonaise. À son retour dans sa ville natale, la population était passée d'environ 300 habitants à 35. Les poupées servirent d'abord d'épouvantail dans le potager de Tsukimi. Mais, continuant à en créer, certaines ressemblant à ses amis et parents décédés, elle commença à les disposer dans tout le village en mémoire des habitants de Nagoro qu'elle avait autrefois connus. Une poupée portant des bottes et des vêtements de pluie est assise au bord d'une crique, une canne à pêche à la main. Un couple de personnes âgées en chiffon se prélasse dehors, assis côte à côte sur un banc, observant le monde. Le village fourmille de scènes similaires. Tsukimi estime avoir créé 350 poupées, qui sont donc 10 fois plus nombreuses que les habitants de Nagoro. Donc, il est appelé Atlas Obscura parce que évidemment ce sont des faits étranges qu'on va retrouver ici. Ce sont des lieux à visiter qu'on ne retrouve pas particulièrement partout. Non évidemment, et qui ont une anecdote à nous dire, quelque chose à nous apprendre. Et moi c'est ce côté-là, c'est pour ça que je l'ai pris évidemment. Donc il y a des endroits en Belgique, en France. Si vous voulez vraiment une revue, une review sur cet atlas, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous en ferai une. Bon, je ne pourrais pas vous montrer toutes les pages une à une, mais en tout cas vraiment pas mal. C'est juste génialissime en fait, je trouve. Voilà, ici on se retrouve en Irlande, il y a plein de choses en Irlande, ça a l'air super sympa à lire. Et je sais pas, on peut par exemple lire deux, trois choses comme ça chaque jour et vous pouvez reconnaître ici un fort très connu. Voilà pour juste en avoir plus, pour connaître plus de choses. Moi, c'est pour ça que j'aime apprendre, évidemment, aussi. Et nous retrouvons avec le Fort Boyard. Ceux qui le savent, c'est une émission que j'adore regarder en été depuis très très longtemps maintenant. Et voilà, on a juste ceci, j'ai envie de dire, à lire pour avoir des informations sur ce fort. Et ça, c'est génial, c'est génialissime. Une forteresse impossible est devenue le plateau télé d'un jeu spectaculaire. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, mais pourtant, voilà, c'est très connu. Mais voilà. Après, c'est en Nouvelle-Aquitaine, donc dans l'île d'Aix. Et je vais vous lire un petit peu. Lorsque Louis XIV émit l'idée d'un fort au milieu de l'eau du golfe de Gascogne, ses conseillers pensèrent qu'il perdait la boule. On l'en dissuada. 150 ans plus tard, Napoléon, occupé à ravager l'Europe, se considéra suffisamment cinglé pour construire ce fort. Situé entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, Fort Boyard avait pour rôle de bloquer le pertuis d'Antioche, le détroit séparant l'île de Ré au nord de l'île d'Oléron au sud, car les dissensions en cours avec les Anglais rendaient prioritaire la protection des côtes françaises contre la marine britannique. Malheureusement, la construction, entreprise en 1801, restait un cauchemar logistique. Mettre en place et fixer les pierres de fondation se révéla être une tâche presque impossible en raison des marées changeantes et des tempêtes d'hiver, et le projet fut suspendu en 1809. Il faut croire que 30 ans plus tard, la marine de la perfide Albion constituait toujours une menace majeure pour la France, car le chantier fut réactivé et la forteresse terminée en 1857. Ironiquement, Fort Boyard, finalement achevé, n'était plus vraiment utile, la portée des canons sur les navires ayant augmenté. Haute de 20 mètres pour 30 mètres de large sur 60 mètres de long, cette fortification, qui n'occupait plus de position stratégique, fut brièvement utilisée comme prison, puis abandonnée. En 1988, on commença à la restaurer avec l'intention de l'utiliser pour une désormais célèbre émission de télévision spectaculaire basée sur des défis physiques. Les travaux, rapidement menés, comprenaient une structure auto-élévatrice ressemblant à une plateforme pétrolière et servant de base logistique qui ne sera jamais vue à l'écran. À partir de 1990, les premiers concurrents s'affrontent et l'émission connaît un grand succès en France, mais aussi à l'international dans des versions spécifiquement réalisées pour plusieurs pays.
Je ne le savais même pas. À bien des égards, ce jeu d'aventure a été un précurseur pour des émissions comme Fear Factor. La forteresse n'est pas légalement ouverte au public, et c'est bien dommage. Et le seul moyen de la visiter est de participer au jeu Fort Boyard. Autant vous dire que généralement ce sont des célébrités qu'ils engagent, donc voilà. Mais voilà, je trouve que pour ceux qui n'ont pas toutes ces infos, ben voilà, on a sur le monde entier plein d'informations à connaître. Et ça, c'est juste le bébé, un des bébés de mes rêves. Non, mais voilà, toutes les acquisitions que j'ai pu avoir, j'en suis vraiment contente. Je suis vraiment super contente. En plus, ben, j'ai eu la moitié en seconde main, donc c'est génial. Et j'espère que ce book haul vous donne des idées. C'est pas juste pour vous montrer, ben tiens, j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça. C'est aussi pour vous donner des pistes de lecture qui pourraient vous donner envie d'apprendre des choses. Moi, je suis très curieuse de la vie. Et dans chacune de mes lectures, je m'évade, je prends du plaisir, j'apprends des choses. Il y a tellement de choses avec les livres, ça peut nous enseigner tellement de choses que voilà, c'est pas juste pour dire j'ai acheté. Vraiment pas. Il y a vraiment ce côté enseignant qui me tient très à cœur dans ce genre de vidéos, dans ces book hauls que je vous montre. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez fait de récentes acquisitions de livres, et puis de me noter les titres et de me dire de quoi ça parle. Moi, je suis toujours super contente de vous lire en commentaire. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!